Voici un B-26, voici un A-26, et c'est le même avion, et voici un autre B-26, et ce n'est pas du tout le même avion. Alors c'est quoi cette histoire ? L'Invader du CAEA est généralement désigné B-26C, pourtant sa désignation initiale est Douglas A-26C Invader. Après la Seconde Guerre mondiale, cet avion a changé de désignation alors qu'il existait déjà un autre avion qui portait la désignation B-26, et comme on va le voir, ce changement n'était pas aussi anodin qu'en apparence. Nous sommes à Utah Beach, la célèbre plage du débarquement de juin 1944, à proximité de laquelle se trouve le musée du débarquement, dans lequel on peut voir un des rares exemplaires existants au monde du Martin B-26 Marauder. Il vola à partir de 1940 et participa aux opérations du débarquement. Alors que le Douglas A-26 Invader vola à partir de 1942. Il était le successeur du Douglas A-20 Havoc, dont il reprit la forme générale en plus grand, plus lourd et plus performant. Donc, le Marauder et l'Invader n'ont rien à voir l'un avec l'autre et ils n'ont même pas le même constructeur. Pourtant, à partir de 1948, le A-26 Invader fut redésigné B-26, prenant en quelque sorte la place du Marauder qui venait d'être retiré du service. Et ce changement était en fait la conséquence d'un événement bien plus historique qu'un simple changement de lettre et d'un retrait de service. Le 26 juillet 1947, le président Truman signa le National Security Act qui établit l'US Air Force comme une composante à part entière de l'armée en remplacement de l'US Army Air Force qui était jusqu'alors intégrée dans l'US Army. C'est dans les mois qui suivirent que quelques remaniements furent opérés dans la nomenclature de la désormais USAF. L'Invader restant le seul appareil désigné par un A comme attaque, il parut bon de le redésigner B-26 comme bomber. Et cela tombait bien puisque le vrai B-26 avait été retiré du service. Dans le même mouvement, d'autres appareils subirent ce remaniement comme le P-51 pour poursuite qui devint le F-51 pour Fighter, ou le P-80 qui devint le F-80. L'Invader ayant continué sa carrière longtemps après la guerre, l'appellation B-26 prit alors le dessus, alors que pour le P-51, personne ne pense à l'appeler F-51. En tout cas, tout ceci a jeté un grand trouble, au moins dans la littérature aéronautique. Malgré ce remaniement, les choses ne devaient pas être encore assez claires, puisqu'en 1962, la nomenclature fut à nouveau revue, formalisée et rationalisée entre les différentes composantes aériennes de l'armée américaine. Ainsi, la catégorie A réapparut avec, par exemple, les A4, A6 ou A10. Et donc, tout était désormais plus cohérent, enfin, à condition d'oublier le A12, qui a conservé la désignation de Lockheed, ou encore le F-117 qui en toute logique aurait dû s'appeler A ou B-117. Mais heureusement, nous avons le FA-18 qui met tout le monde d'accord. Revenons vers nos B-26 qui avaient des missions similaires et de loin ils avaient des formes assez proches, bien qu'en fait ils avaient de nombreuses différences externes. Le Marauder était un bombardier moyen, environ 17 tonnes maximum, soit presque la moitié d'un B-17. L'Invader était de la même catégorie, environ 15 tonnes, et des dimensions globalement un peu plus petites. La dérive du Marauder est arrondie au sommet, alors que celle de l'Invader est plus rectangulaire et très large. Le fuselage du Marauder est plutôt cylindrique de bout en bout, alors que sur la partie arrière de l'Invader, il y a un rétrécissement qui permet d'y installer une tourelle ventrale sur certaines versions. Ils sont tous les deux équipés de moteurs Pratt & Whitney R2800 dans des versions différentes, puisque ceux du Marauder développaient 1850 chevaux et ceux de l'Invader 2000 chevaux. C'est ce même moteur qui équipait les Corsair, ou les P-47, mais aussi lui, le Canadair CL215. Les Canadair plus récents, les CL415,
sont propulsés par des moteurs différents et de conception plus récente. Suivant les versions, les deux appareils pouvaient avoir un nez vitré ou pas. Sur ce Marauder, la verrière occupe une courte partie du nez, alors que sur cet Invader, dans sa version C, version de bombardement dite Glass Nose, la verrière est beaucoup plus longue. Sur la version B de l'Invader, dite Straffer, c'est-à-dire mitraillage au sol, aussi appelée Gun Nose, le nez n'était pas vitré et pouvait emporter jusqu'à 8 mitrailleuses, comme on le voit sur cette photo. Le Marauder était équipé de 2 tourelles, chacune armée de 2 mitrailleuses. Une située à l'extrémité de la queue et l'autre sur le dos de l'appareil. Quant à l'Invader, il possédait toujours une tourelle dorsale et parfois une ventrale, toutes les deux équipées de 2 mitrailleuses. Grimper à bord d'un B-26C, enfin bref, d'un Invader, nécessite un peu de souplesse pour visiter ce qui est en fait un petit 4 pièces, mais alors très petit. Pour rejoindre sa place, le pilote devait monter sur cette échelle rétractable côté droit, passer sur l'aile droite, puis sur le fuselage, d'où il pouvait se glisser à sa place sous la verrière dont l'ouverture de type clamshell était un peu étroite. Le bombardier pouvait aussi prendre ce chemin ou bien monter à l'avant, par la trappe située sous le nez vitré. C'est par cette porte à l'arrière droit que le mitrailleur pouvait rejoindre son poste, où il était isolé des 2 autres membres d'équipage. Il pouvait aussi passer par la verrière supérieure à l'arrière. Dans le cockpit, sur la version C, le siège de droite n'était qu'un strapontin, qui permettait au bombardier normalement installé dans le nez vitré de s'asseoir ici pour le décollage et l'atterrissage. Le nez est relié au cockpit par ce couloir étroit qui court jusqu'à la soute à bombe qui se situe vers le milieu de l'appareil. À cause de ce couloir, le pilote n'avait devant lui qu'un demi-tableau de bord. Sur sa droite, une large banquette de levier lui permettait de gérer les moteurs ou le train d'atterrissage par exemple. La partie centrale regroupait les instruments classiques de navigation, vitesse ou altitude, les jauges de carburant ou de situation des moteurs. À l'extrême gauche se trouvait le panneau électrique regroupant les interrupteurs pour les différents circuits. À l'avant, le bombardier était installé juste au-dessus de la trappe d'accès. Il avait devant lui, à la pointe de la verrière, un viseur de bombardement Norden, petit bijou technologique pour l'époque, comprenant un télescope de visée, une centrale gyroscopique et un calculateur, le tout couplé au pilote automatique de l'avion. Que ce soit la version B ou C, ce nez était bien occupé, et sous son plancher, il ne restait qu'un espace vertical de 45 cm de haut pour le compartiment du train avant, dont la roue mesurait 90 cm de diamètre. Pour que cette roue rentre dans le compartiment, la solution trouvée, on la voit sur cette photo, pendant la rétractation du train, la roue pivotait de 90 degrés. À l'arrière, le mitrailleur était inconfortablement assis sur ce siège. Monté sur un plateau circulaire, sa rotation entraînait la colonne qui intégrait un périscope, lui donnant une vue extérieure au-dessus ou au-dessous de l'avion si une tourelle ventrale était présente. La partie externe du périscope est visible sur le dos du fuselage au-dessus du mitrailleur. Il y avait une autre sortie périscopique en dessous pour la tourelle ventrale si elle était présente. Juste derrière le périscope dorsal se trouve le bulbe de l'antenne de radionavigation, l'ADF pour Automatic Direction Finding, qui était un radiocompas. À l'intérieur du carénage se trouvait ce type d'antenne rotative. Le mitrailleur pouvait commuter sa vision périscopique soit vers le haut, soit vers le bas et gérer automatiquement la tourelle correspondante pour tirer. Ce que l'on voit aujourd'hui dans le périscope n'est pas exactement ce que voyait le mitrailleur.
Mais peut-être aurait-il préféré ça. Vers l'arrière, au-delà du poste mitrailleur, la queue est vide et on peut y voir la tringlerie des gouvernes arrière. Entre le mitrailleur et le poste de pilotage se trouvait la soute à bombe. Un total de 4000 livres pouvait être emporté. Ici, 8 bombes de 250 livres sont installées sur 2 rangées et 2 étages. Cette soute communiquait avec le poste de pilotage et le poste du mitrailleur arrière. Ces passages étaient très utiles en cas d'évacuation d'urgence, car l'équipage avait la possibilité d'évacuer l'avion par ici si sortir par les verrières s'avérait impossible. Éventuellement, il était aussi possible de monter à bord par ces passages. L'Invader a eu 2 grandes versions B et C, qui ont connu de nombreuses déclinaisons lors de sa vie post-Seconde Guerre mondiale, preuve de la polyvalence de l'appareil. Depuis sa sortie d'usine en 1945, l'exemplaire du CAEA a eu une vie assez tumultueuse pour à la fin être restauré par les équipes du conservatoire. Le détail peut être consulté sur le site web du CAEA à l'adresse indiquée en description sous cette vidéo. Ce qu'il faut donc retenir, c'est qu'un Douglas Invader B-26 ou A-26 c'est exactement la même chose, seule la désignation change et il n'a rien à voir avec le Martin B-26 Marauder, premier du nom.